Moi, c'est Kamwami Nsoli, le président de la coopérative Comide. C'est une coopérative qui travaille spécialement dans le secteur de Wakano, mais aussi dans le secteur de Wanyanga. Mais c'est surtout dans le secteur de Wakano où nous avons le plus de sites que nous exploitons. Et Comide veut dire? Comide veut dire, c'est un sigle qui signifie coopérative minière et de développement. Voilà. C'est ça le sigle. Alors, comment se fait la production du coltan dans la mine ou dans les sites que vous gérez? La production de coltan, mais aussi il y a l'orflamite, mais qui n'avait pas encore du marché, mais actuellement il y a un marché et nous voulons aussi nous orienter dans l'orflamite. Cette exploitation se fait d'abord artisanalement, c'est-à-dire nous utilisons juste l'énergie et quelques matériaux. Alors, au niveau de l'extraction, nous utilisons certains petits matériels. Bêche, pioche, baramine. Et ça, c'est pour l'exploitation alluvionale. Et dans des filons, nous utilisons plus la bêche, de pointeau, de marteau. Et des fois, il y a aussi un arsenal qu'on utilise pour, si nous devons évoluer à plus de 5 mètres dans le puits. Et là, nous parlons de puits maintenant, non pas à ciel ouvert, mais dans des bouvons. Alors, pour l'exploitation alluvionale, nous utilisons deux bassins. D'abord, la bêche, on exploite, on a creusé, et lorsqu'on arrive à la couche minéralisée, nous pouvons utiliser l'eau à travers des tablettes, et là, on nettoie les minéraux, et puis on cherche à les séparer par l'eau pour la première fois, et en dernière analyse, nous séchons, et puis nous vannons, c'est-à-dire on essaie de séparer le minerai des autres pierres ou poussières. C'est le schéma pour l'exploitation alluvionale, mais pour l'exploitation dans des filons à ciel ouvert, dans des drains ou dans des filons, là on recourt à un autre mécanisme. Lequel? Il y a deux mécanismes. Soit nous pouvons faire remonter l'eau au niveau de la colline pour que nous puissions refaire l'exploitation sous forme de l'exploitation alluvionale. Et là, en ce moment-là, nous parlons des drains. C'est qu'on fait couler l'eau et on commence à travailler. Dans ce travail, nous utilisons deux techniques. Il y a la technique des sheets, c'est-à-dire on essaie de créer un petit canal là où l'eau va couler et on installe un système de pente où on peut nettoyer le minerai. Alors, l'eau nous aide à faire passer, parce que la cassitérite ou le coltan pèse plus que les autres pierres. Alors, la technique avec l'eau, ça va permettre que les autres pierres coulent et la cassitérite et le coltan restent dans la couche inférieure et qu'on pourra maintenant trier pour qu'on le remette dans la chaîne. On va sécher et après sécher, on va vanner pour avoir le minerai dans un premier traitement. Parce que ça, c'est le premier traitement. Mais l'autre traitement, il faut maintenant broyer s'il y a le minerai est lié avec la pierre. Là, il faut broyer dans des pilons et mortiers et par après, on va vanner. C'est ça le traitement que nous faisons. Mais il y a aussi le système lorsque nous sommes dans des tunnels. Au niveau des tunnels, là, nous amenons les minéraux en brut. Et lorsque le minerai n'a pas beaucoup de poussière, nous les séchons et nous pouvons piler. On les met dans le mortier, on sépare la pierre, les autres substances et le coltan ou la cassitérite. Et on va séparer par le vent. C'est ça la technique que nous faisons. Mais aussi, lorsque nous sentons que la matière, la couche minéralisée, a aussi beaucoup d'impuretés.
là, on peut transporter ce minerai et on va le recycler comme nous le faisons pour le système alluvional ou le système avec drain. Voilà le processus que nous faisons pour l'exploitation. Et deux fois maintenant, pour remonter l'eau, nous pouvons recourir à des motopompes. Parce que ce n'est pas facile. Le système qu'utilisait le Belge, là où nous passons, avec des canalisations, ça coûte. Parce qu'il faut ramener l'eau même à plus de kilomètres jusqu'à l'endroit où vous voulez l'utiliser. Ça pèse un peu et ça prend un peu de temps, surtout là où nous travaillons. Les flancs de montagne ne sont pas suffisamment solides comme il y a pluviosité. Des fois, ça peut s'écrouler et ça entraîne la canalisation que nous avons prévue. Alors, voilà le mécanisme que nous faisons. Et là, vous êtes dans combien de sites? Oui, au niveau du secteur de Bakano, nous sommes dans 5 sites exclusifs et 2 sites concurrentiels. Nos sites exclusifs, c'est Mutiku, Kibindo, Ibondo, Tunsengo et Sangungu. Mais à Sangungu, nous étions d'abord seuls, mais actuellement nous sommes avec une autre coopérative. Laquelle? La coopérative Koumi PCC. Okay. Et au niveau de Kassindi, c'est le deuxième site concurrentiel, nous sommes maintenant là à 3 coopératives. Il y a Comide, il y a Comiseved et Comidei. C'est comme ça que nous opérons dans ces sites. Voilà. Bon, nous étions en train de tenter parce qu'actuellement la coopérative Comide œuvre dans les 3T. Mais on voulait aussi tenter un site dans le secteur de Bahanyanga à Pofi pour l'exploitation de l'or. Nous sommes en train de poursuivre le processus pour que nous puissions aussi nous installer là-bas. Voilà. Et dans tous ces sites miniers, qui sont présents là-bas? Est-ce que c'est seulement les creuseurs artisanaux ou il y a d'autres services qui sont aussi présents dans les sites? Oui, évidemment, c'est ce que nous appelons les intervenants. Les intervenants dans les secteurs miniers. Au niveau des sites, nous avons les exploitants, les coopératives et ses membres, c'est-à-dire les exploitants artisanaux, c'est au niveau des sites. Mais aussi, nous avons les services qui nous assistent. Nous avons la division de mines, la division provinciale de mines, que nous appelons globalement l'administration des mines. Nous avons le service de SAEMAP et la police de mines. La police de mines et hydrocarbures. Ce sont là les intervenants qui passent au niveau de sites. Et donc, au-delà de ce que vous venez de dire, il n'y a pas la présence de forces négatives, même aux alentours? Non, vraiment, actuellement, en territoire de Walikale, il n'y a pas de forces négatives qui interviennent dans les sites d'une manière générale, mais particulièrement, c'est peut-être dans la partie nord du territoire. Mais dans le secteur de Bakano, exclusivement, tous les sites, il n'y a pas de groupes armés. Parce qu'ils n'existent plus dans nos environs les plus proches. Ok. Et à côté de des mines que vous gérez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sites non autorisés où se développent des activités minières? C'est dans le temps qu'on avait ces difficultés, avant que les activités de validation et de certification des sites ne se fassent. Mais actuellement, partout où nous œuvrons, il y a des sites validés. C'est que nous travaillons exclusivement. Il n'y a pas de sites. On a tout fait pour qu'on puisse quadriller le secteur, surtout de Bakano, avec des sites. Et c'est là que nous opérons. Et comment se fait la certification de ces minerais produits? Bon, la certification, c'est un processus, c'est un grand processus. Et d'ailleurs, la certification vient avant la traçabilité. La certification commence avant que le site ne soit validé par les opérations
de validation et de qualification. C'est un processus, hein, d'abord pour une connaissance, c'est un grand processus. C'est un processus qui commence par la validation des sites et la qualification des sites et intervient dans tout le processus. Parce qu'il consiste à la fois à valider le site et à suivre comment les activités se déroulent, de l'extraction jusqu'au niveau de l'évacuation des minéraux au niveau de la province. Et même jusqu'au niveau des entités, disons, le marché mondial, au niveau des consommateurs finaux, comme nous les appelons. Et cette validation, il y a aussi des procédés de certification. Au niveau des sites, c'est pour identifier le minerai exploité. Et au niveau des centres de négoce, c'est voir si la chaîne de la traçabilité est suivie et s'il n'y a pas d'autres intervenants extérieurs à la chaîne d'approvisionnement. Et au niveau maintenant des entités de traitement, c'est là où la certification opère pour revérifier tout le processus de l'exploitation et s'il n'y a pas eu inclusion ou détournement de minéraux. Et alors, la certification évolue même au niveau des entités au niveau des fonderies pour se rendre compte si on a respecté la chaîne d'approvisionnement et s'il n'y a pas eu d'incursion à partir de la chaîne d'approvisionnement des minéraux et la vérification de l'origine de ces minéraux. C'est ça qu'on appelle le processus parce que la certification est à la fois un processus qui consiste à identifier le minerai. C'est un processus aussi qui consiste à... Alors, la certification aide à éclairer sur toutes les zones d'ombre qui entourent l'exploitation et la vente de minerais. Parce qu'actuellement, avec les partenaires de notre pays, on voudrait savoir l'origine des minéraux et si le minerai dans son parcours n'a pas connu de fraude ou n'a pas connu d'autres acteurs qui peuvent essuyer. Et aussi, on voudrait savoir là où la destination de ces minéraux pour que ces minéraux ne puissent pas aider à entraîner des violences dans les lieux où les minéraux sont extraits. Mais pour des cas pareils, pour un tel processus, des cas de fraude ne peuvent pas manquer, mais comment vous faites pour lutter contre ça? Évidemment, la fraude, c'est une infraction érigée par la loi minière congolaise. Et cette fraude se situe à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. C'est que la fraude commence à partir de l'extraction jusqu'au centre de négoce, du centre de négoce à l'entité de traitement et même au niveau du marché. De l'exploitation. Alors, au niveau de l'exploitation, la fraude a beaucoup d'implications. C'est peut-être ce que vous nous avez demandé si dans nos environs, il n'y a pas de sites non validés. C'est-à-dire, il ne se passe pas une exploitation illicite. S'il y a les minéraux qui quittent les sites non validés vers les sites validés, bon, ça s'appelle une contamination. C'est déjà une première variante de la fraude. Oui. Lorsque aussi nos acteurs, c'est-à-dire nos exploitants, ils travaillent sans être en conformité avec la loi minière, c'est-à-dire être des membres des coopératives et avoir des cartes d'exploitants artisanaux et être des nationalités congolaises. Ça aussi, c'est une fraude. La fraude aussi peut se situer à un autre niveau. Alors là, nous laissons d'abord de côté l'infiltration de minéraux. Alors, au niveau encore de puits,
les minéraux qui quittent un site ne sont pas certifiés. Vous voyez, c'est le processus de certification qui n'est pas certifié par la coopérative, mais qui va entrer dans la chaîne. C'est-à-dire, c'est sorti d'un site validé, mais ça ne rentre pas dans la chaîne. Ce n'est pas très bien tracé. Ça constitue aussi la fraude, parce que les coopératives doivent renseigner sur leur production, et la production de la coopérative ne doit pas être différente de la production qu'on présente au niveau des centres de négoce, où il y a d'autres intervenants, mais ça doit être la même quantité. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on parle de la fraude. Il y a aussi de la fraude par rapport à l'achat. Nous savons comment doit se passer la chaîne et comment on doit acheter le minerai. Le minerai, le produit qui est acheté par quelqu'un qui n'est pas habilité, ça rentre aussi dans la fraude. Parce que pour acheter le minerai, celui qui le fait doit avoir un document et il doit être reconnu par l'administration, la division des mines. Il doit être détenteur d'une carte de négociant. Et il doit opérer conformément aux principes du règlement et du code minier. Alors, si ça ne se fait pas comme ça, ça va aussi s'appeler fraude. Et il y a aussi la déviation des minéraux. Quelqu'un a acheté le minerai proprement, mais ce minerai se perd dans la chaîne. C'est peut-être par le parcours, les transporteurs aussi, qui soustraient les minéraux déjà tracés. Ça aussi, ça s'appelle de fraude. Et même au niveau des entités de traitement. L'entité de traitement qui fait sortir le minerai du pays vers en dehors de la chaîne tracée. Parce que les minéraux, à partir du comptoir ou de l'entité de traitement, on doit connaître la destination. Et lorsque on sort de la destination, un minerai qui devait aller à tel marché, mais qui est orienté ailleurs, ça s'appelle aussi fraude. Mais pour lutter contre la fraude, vous trouvez que ces variantes, ce n'est pas facile. Ça demande l'implication de tous les acteurs. Et nous avons pensé qu'il y a d'abord la conscience des intervenants dans l'exploitation. S'il n'y a pas la conscience, des gens qui n'ont pas la qualité peuvent déjà aller exploiter. Et ça fera déjà une partie de la fraude. Des gens qui n'ont pas qualité, ils viennent acheter ce minerai, et le minerai acheté par quelqu'un qui n'a pas la qualité, c'est déjà le minerai qui sera fraudé, c'est-à-dire ça va suivre une autre chaîne, ça va aller en dehors du circuit normal. C'est déjà la fraude. Il y a aussi la fraude, quelque chose d'infraction. Mais l'agent en infraction, il vient payer, il donne de pourboire à d'autres gens pour qu'on le laisse pendant qu'il devait être coffré. Ça aussi, c'est un mécanisme. Et la corruption, vous voyez, ça laisse, ça nous crée des difficultés. Et nous avons pensé qu'il faut, la conscience des intervenants. 2, nous devons aussi chercher à appliquer exactement la loi minière. Parce que la loi minière peut nous aider vraiment à éviter la fraude. Parce qu'avec le système de traçabilité, avec le système de certification et la chaîne d'approvisionnement, ça permet d'éviter, de réduire la fraude. Il y a aussi la collaboration entre les services. Nous avons des difficultés. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir la qualité, mais vous les retrouvez dans la chaîne. C'est une autorité, mais qui n'est pas habilitée à opérer dans les minéraux. Il vient, c'est un militaire, vous n'avez pas, c'est une autorité administrative, vous n'avez pas de poids. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nous pensons que la collaboration entre services, parce qu'en ce moment-là, il faudra agir en amont. Ne pas s'affronter à ces messieurs, mais informer sa hiérarchie. Voilà. Et là, ça peut nous aider. Alors, il faut que la hiérarchie aussi prenne des dispositions pour mettre hors d'état de nuire le monsieur qui a fait cette situation-là.
Et par exemple, si ce sont les autorités administratives, là alors il faut tabler sur les autorités administratives supérieures à l'autorité qui était impliquée dans la fraude. C'est pourquoi nous avons parlé aussi des collaborations entre les différents services. Et à notre niveau, parce que ça se fait le plus souvent, avant qu'on ouvre la route vers Bukavu, parce qu'en ce moment-là aussi ça constituait une fraude. Les minéraux ne pouvaient pas passer par Bukavu, ça devait passer du secteur de Bakano vers le territoire, du territoire jusqu'à Goma. Et en ce moment-là, il y avait aussi des fraudes, parce que certains amenaient des minéraux du territoire de Walikale vers Bukavu. Mais actuellement, avec le système qu'on a instauré, interprovincial, les minéraux peuvent quitter le Nord Kivu pour le Sud Kivu, le Sud Kivu pour Maniema, ainsi de suite, par un certificat. On identifie les minéraux et on paye les différents frais qu'il faut, et les minéraux peuvent partir de la province du Nord Kivu vers le Sud Kivu. Ça aussi, c'est un mécanisme qui nous a aidé à réduire la forme de la fraude sous cette... Parce qu'à Bukavu, le prix était un peu supérieur au niveau des entités de traitement et comptoir par rapport au Nord Kivu. Et les gens prenaient les minéraux d'ici et les amenaient à Bukavu où ils pouvaient vendre à un prix alléchant. C'était ça aussi l'autre mécanisme. Et nous pensons l'implication. Si on peut chercher des lois ou des mécanismes pour réduire la corruption, parce que ça aussi, ça pèse dans notre cas. Quelqu'un, vous pouvez le trouver en infraction, mais vous l'amenez quelque part, comme il a l'argent, il dépose, et on les relâche le matin. Ça aussi, ça nous met un peu mal à l'aise dans la lutte contre la fraude dans nos secteurs. Papa Kamwami, merci de nous avoir reçus. Oui, c'est à moi de vous remercier aussi pour ce petit entretien. Je pense que ça pourra nous aider. Si vous pouvez passer plusieurs fois comme ça pourra nous aider, parce que ça nous éveille aussi dans l'ensemble d'activités que nous sommes en train de mener.